こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 24 mai 2019, la police de Wakayama, au sud d'Osaka, recevait un appel du service des urgences de la ville pour lui signaler une mort suspecte et délicate, celle d'un homme de 77 ans, connu du grand public et très populaire. Retrouvé inconscient quelques heures plus tôt sur le canapé de sa chambre par sa jeune épouse, Nozaki Kosuke était décédé à l'hôpital dans des circonstances plus que suspectes. Mais avant d'aller plus avant dans cette étonnante histoire qui vient de connaître un rebondissement incroyable, il convient de revenir sur la vie et la personnalité de la victime. Mania de l'immobilier, Nozaki avait fait fortune dans la construction de logements à bas prix sur d'anciens terrains industriels réhabilités dans les années 70, puis avait vite installé sa notoriété en se tournant vers le juteux business du logement de luxe, devenant la coqueluche du tout Tokyo et construisant les habitations les plus exubérantes pour les stars du moment. Travailleur acharné, il avait racheté au début des années 80 un grand groupe agroalimentaire, puis un peu plus tard, une société de production audiovisuelle faisant de lui un des hommes les plus riches du Japon. Grand séducteur et familier des plateaux de télévision, on lui connut des liaisons avec quelques actrices et stars du petit écran, mais surtout un amour immodéré pour celles que l'on appelle les idols, ces jeunes starlettes débutantes, un peu mannequins, un peu chanteuses et en quête de gloire. En 2016, Nozaki sortira un livre, Le Donjon de Wakayama, son surnom depuis les années 70, dans lequel il racontera avoir couché avec plus de 4000 femmes, toutes en dessous de 25 ans, et avoir dépensé plus de 3 milliards de yens, soit environ 2,6 millions d'euros, en bijoux et cadeaux de luxe pour ses conquêtes. Le livre fut un vrai succès et on le vit de nouveau très régulièrement sur les plateaux TV, souvent en compagnie de la nouvelle starlette montante, Sudo Saki, de 55 ans, sa cadette. En février 2018, devant les caméras de télévision, le milliardaire demanda la main de sa jeune promise, bague à 23 millions de yens, environ 200 000 euros à la clé, en lui déclarant qu'il voulait faire d'elle la dernière femme de sa vie. Très vite, les jeunes mariés emménagèrent dans la luxueuse villa de Tanabe sur la Riviera japonaise que le milliardaire avait fait construire pour abriter leur union. Loin de son cher Tokyo, Sudo s'ennuya très vite et Nozaki, soucieux du bonheur de sa jeune épouse, lui mit à disposition un appartement de haut standing à Shinagawa, dans un quartier chic de Tokyo, pour qu'elle puisse y séjourner de temps en temps et voir ses amis. Petit à petit, les relations de couple se dégradèrent et Sudo ne mit plus les pieds dans la maison de Tanabe, s'affichant dans les nuits tokyoïtes au bras de jeunes acteurs, provoquant la colère de Nozaki qui entreprit une procédure de divorce. Un célèbre avocat médiatique arrangea un contrat accordant 1 million de yens, environ 8600 euros par mois, d'indemnité compensatoire à Sudo ainsi qu'un complexe immobilier à Tokyo pour la mettre à l'abri du besoin. Mais lors des rencontres chez l'homme de loi, les choses semblèrent s'apaiser au sein du couple et la jeune épouse revint habiter avec son riche mari, s'affichant à son bras devant tous les objectifs qu'il demandait. Elle accordera des interviews dans lesquelles elle étalera son bonheur conjugal et ne tarira pas d'éloges sur son mari adoré. Tout semblait pour le mieux au royaume des très riches de l'archipel, jusqu'à cette nuit du 24 mai 2018, où la jeune épouse trouva son mari inanimé sur le canapé de sa chambre et appela les urgences. Arrivé à l'hôpital en détresse respiratoire, il décédera quelques minutes après son arrivée et le médecin urgentiste, qui connaissait le dossier médical du défunt, très à cheval sur sa santé et son alimentation, se posera avec raison des questions sur les causes de sa mort. Il contactera la police dont le rapport déclenchera une enquête et une autopsie sur décision d'un juge. Le légiste trouvera une grande quantité de drogue, du kakuseizai, une espèce d'amphétamine musclée très prisée par la jeunesse dorée japonaise, dans son organisme, avec une concentration du produit dans son estomac, privilégiant la thèse de l'ingestion plus que de l'injection, thèse confirmée par l'absence de traces de piqûres sur le corps. Une enquête auprès de la famille, des gens de maison et des proches commença et les enquêteurs analysèrent tous les contenants qu'ils trouvèrent dans les poubelles de la villa, mais sans succès.
Croyant à une intoxication volontaire avec un produit fourni par un proche, des analyses d'urine furent pratiquées sur les employés et les amis de Nozaki, mais une fois de plus sans succès. Par un miracle de relation, la jeune veuve échappa d'ailleurs à ces analyses. Mais l'un des policiers, plus têtu que les autres, commença à soupçonner Sudo le jour des funérailles du milliardaire. Visiblement peu affectée par la perte de son cher époux, elle passa toute la cérémonie sur son portable, esquissant quelques sourires et ne prêtant aucune attention aux événements. Pire, lorsque devant les caméras de télévision, la sœur de Nozaki demanda à la jeune veuve si elle tiendrait le coup, celle-ci répondit d'un air narquois qu'elle allait très bien et qu'elle survivrait. Héritière de tous les biens personnels hors entreprise, la veuve joyeuse commença à vendre la prestigieuse collection d'art amassée par son défunt mari pendant 40 ans et attisa à nouveau la curiosité du policier chargé de l'enquête. Patiemment, il fila la jeune femme, observa ses faits et gestes et obtint du juge une commission rogatoire pour écouter ses conversations, suivre ses navigations internet et avoir accès à son historique au moment de la mort de Nozaki. Il y trouva plusieurs recherches Google sur les effets secondaires du Kakuseizai et le délai d'action pour sauver une personne victime de ces effets, mais aussi des recherches concernant le meilleur endroit de Tanabe pour trouver la drogue en question. L'historique des appels révéla des conversations avec un numéro connu des policiers, celui d'un dealer notoire, et le GPS confirma cette relation commerciale en indiquant la présence de Sudo, la veille de la mort de son mari, au domicile du dit dealer. Le 29 avril 2021, après plus d'un an d'enquête et suffisamment de preuves pour confondre la veuve, la police criminelle de Tokyo vint l'arrêter à son domicile et l'a conduite à l'aéroport de Haneda pour un vol direct pour Nanki-Shirahama à Wakayama. Déférée devant le juge, elle niera les accusations et ses avocats tenteront de la faire libérer sous caution, mais sans succès. Durant ces auditions, une perquisition fut menée dans son appartement de Shinagawa et les enquêteurs découvrirent de nombreuses traces de cette même amphétamine sur son canapé, près de son lit et dans le tuyau de son aspirateur. Le 3 mai, elle a été mise en examen pour assassinat et infraction à la législation sur les stupéfiants. Elle a été placée en détention et risque la prison à perpétuité. Affaire à suivre. Au petit matin du 28 avril, vers 8h, une ambulance de Sendai, dans la préfecture de Miyagi, emmenait M. Hosokawa Shingo, 89 ans, aux urgences de l'hôpital local pour une large plaie à la tête constellée d'éclats de verre. À son arrivée, il susurra au médecin « C'est ma femme qui m'a fait ça », avant de s'écrouler, mort, victime d'une hémorragie cérébrale. La police avertie par le médecin trouva Madame Hosokawa Eiko, 80 ans, prostrée chez elle, déplorant l'accident de son mari, mais niant toute implication dans cette mort. Placée en garde à vue aménagée eu égard à son grand âge, elle finira par avouer son geste et raconter en détail ses motivations et le déroulé de la nuit fatale. Marié depuis 62 ans, Hosokawa avait toujours été un homme courageux et travailleur prenant soin de sa famille, mais souffrant d'une maladie chronique, l'alcoolisme. D'après son épouse, il n'y a pas eu une seule journée où il n'ait pas été saoul comme un cochon. Pendant ses soulographies, il lui arrivait régulièrement de s'emporter et d'insulter sa femme, cassant à l'occasion du mobilier, mais d'après ses déclarations, il ne l'aurait jamais frappée. Pensant que ce travers était le seul défaut de son mari, elle fut extrêmement choquée d'apprendre, début 2021, qu'il avait entretenu une relation adultère avec une femme du quartier dans les années 70. Le soir du drame, vers 23h, il était à nouveau ivre-mort et demanda à sa femme d'aller lui acheter une bouteille de whisky Suntory au convenience store, ce qu'elle accepta. En rentrant, il lui cria à nouveau dessus, lui reprochant d'avoir été trop lente. Madame Hosokawa déclara que c'était la fois de trop, et attrapant la bouteille par le goulot, elle la lui fracassera sur la tête et le visage, le laissant sans connaissance. Après une nuit de réflexion, elle appellera les urgences au petit matin, consciente, dit-elle, de ce qu'elle risquait. Elle a été placée en détention et risque 20 ans de prison. Affaire à suivre. Tokyo le 28 avril. La police métropolitaine arrêtait Okazaki Toshiya, 33 ans, délinquant sexuel bien connu de leur service pour une histoire effrayante qui mit bien des parents en émoi.
Ce célibataire trentenaire, qui affirme ne jamais avoir eu de relation avec une femme, avait eu ses premiers démêlés avec la justice une dizaine d'années auparavant, alors qu'il accostait de jeunes femmes à la sortie de la gare d'Ikebukuro, leur proposant des rendez-vous galants et s'énervant lors des refus de ces dernières. Cette même année, il avait été interpellé alors qu'il volait des sous-vêtements sur des balcons de rez-de-chaussée aux alentours de la même gare. Condamné à du sursis et des amendes, il avait commencé à travailler pour le service Uber Eats en 2020 et renvoyé quelques mois plus tard pour avoir harcelé des clientes seules chez elles et avoir tenté de voler de la lingerie chez une autre cliente qu'il avait laissé rentrer le temps d'attraper son portefeuille et elle avait retrouvé dans sa salle de bain les mains dans le panier de linge sale. En septembre 2020, il avait ouvert un compte TikTok sous une fausse identité et prétendait être un jeune collégien de 11 ans, fan d'animation, ce qu'il est effectivement, et commença à poster des montages sur des séries à la mode, devenant vite assez populaire avec plus de 10 000 abonnés et échangeant avec ses followers. Le 28 avril au matin, il avait donné rendez-vous à une fillette de 12 ans pour tourner une vidéo TikTok ensemble et manger des snacks. Devant la surprise de la malheureuse en voyant cet adulte arriver, il avait prétendu être le père du garçon imaginaire et l'avait conduit à son domicile pour la prétendue rencontre. Il la gardera prisonnière chez lui pendant 4h30, pratiquant des attouchements sur elle, acte ignoble qu'il filmera. Il la relâchera dans le quartier de Adachi, la menaçant de représailles si elle parlait, mais elle raconta tout à ses parents et le suspect fut arrêté très rapidement. Placé en garde à vue, il avouera avoir ainsi abusé une dizaine d'autres fillettes depuis septembre 2020. Il est aujourd'hui hors d'état de nuire et risque 25 ans de prison pour viol sur mineur de moins de 13 ans. Affaire à suivre. Le 25 février 2021, un employé de la ville de Kushima, dans la préfecture de Miyazaki à Kyushu, prévenait la police de la présence suspecte d'un véhicule abandonné sur un parking privé depuis quelques jours. Après une recherche d'immatriculation, la brigade locale identifia un certain Tanaka Ryoji, 42 ans, sans emploi et résident d'un logement social de Izuka à 230 km de là. Une unité envoyée sur place trouva porte close, mais détectant une odeur suspecte, forcèrent la porte et fouillèrent les lieux. Ils y découvrirent le corps d'un jeune garçon de 9 ans, Hiroto, visiblement mort depuis quelques jours. Mais aucune trace des parents ni des frères et sœurs. Après enquête administrative, il apparaîtra que la jeune victime était le fils adoptif de Tanaka, enfant d'un premier lit de sa compagne, elle aussi introuvable. Il apparaîtra également que le couple avait eu 2 autres enfants, un garçon, Rento, âgé de 3 ans, et une fille, Hina, âgée elle de 2 ans. Après autopsie de la jeune victime, il apparaîtra qu'il avait succombé à une méningite et ne présentait aucune marque de maltraitance. Élément troublant, la police trouvera un bouquet de fleurs posé devant la porte de l'appartement, bouquet avec une carte qui disait « Je suis désolé mon chéri » et signé « Maman ». Un avis de recherche fut lancé dans tout le pays pour tenter de retrouver les parents et les enfants disparus, et ce fut la mère qui fut localisée en premier. Hôtesse dans un club de Fukuoka, elle expliquera avoir quitté son compagnon et ses enfants pour se concentrer sur son travail et ne prendre que peu de nouvelles d'eux, affirmant ne pas savoir où ils étaient. Quant à la maladie de son fils aîné, elle dira avoir été au courant mais n'avoir pas eu le temps de passer le voir, d'où l'envoi du bouquet et du mot. Elle demandera également si son décès pouvait lui donner droit à une potentielle assurance vie. La police la relâchera sans charge à son encontre et se concentrera sur la recherche du père et des 2 enfants. Le 26 avril dernier, un employé d'hôtel de la banlieue de Kagoshima, dans le sud de Kyushu, ayant vu les affichettes sur les murs du poste de police, appela les enquêteurs pour leur signaler que Tanaka et ses enfants résidaient bien dans son établissement depuis quelques semaines. 2 équipes d'intervention des polices de Fukuoka et Kagoshima se rendirent sur place et localisèrent la chambre avant de donner l'assaut et défoncer la porte. L'homme, assis sur le lit avec ses 2 enfants, bondit et se jeta par la fenêtre du 4e étage, atterrissant violemment sur un balcon du 2e étage. Souffrant de graves lésions et de multiples fractures, il a été conduit à l'hôpital sous garde policière et ses jours ne sont plus en danger. Mais en entrant dans la pièce, un spectacle horrifique saisit les policiers. Rento et Hina, les 2 enfants, gisaient sans vie sur le lit, visiblement morts depuis quelques jours. L'affaire et la disparition s'arrêtaient là, avec le pire dénouement possible.
Interrogé par les enquêteurs, Tanaka expliquera son geste et ce qui l'avait motivé à commettre l'irréparable. Acculé, sans argent et sans travail, il n'avait pas pu faire soigner son fils adoptif et l'avait vu mourir impuissant et horrifié. Ayant peur d'être accusé de sa mort, il avait pris la fuite, dépensant ses derniers sous dans une chambre d'hôtel bon marché, et après avoir tenté à de multiples reprises et sans succès de contacter la mère de ses enfants pour s'en occuper, avait décidé de leur éviter une vie de misère comme la sienne, et de se supprimer tous ensemble. Il dit avoir tenté de les poignarder, d'où les traces de coupures profondes retrouvées sur les petites victimes, mais devant les cris et les pleurs, les avoir étranglés, puis avoir bu jour et nuit pour trouver la force de se suicider. Il a été mis en examen pour meurtre aggravé, maltraitance sur mineur de moins de 13 ans et abandon de corps et risque la peine capitale. Affaire à suivre. Le 26 avril dernier, la police préfectorale de Nara, près de Kyoto, arrêtait une femme de 37 ans, Onishi Kanako, employée de mairie. Alors c'est tout ou rien, c'est ça? Encore vous? J'ai rien fait cette fois, je vais parler d'une histoire d'amour. Un peu bizarre, ok, mais d'une histoire d'amour quand même. Super, avec une voix d'huissier de justice, ça va faire rêver ça encore. Donc si je comprends bien, c'est soit le comique troupier, on parle de slip et poète on rigole, soit les chiens écrasés sous Prozac. Ah ben on va bien se faire chier, tiens. Non mais dites donc, pas de grossièreté sur ma chaîne, je vous prie. Ben vous n'avez qu'à la faire vous-même, la news, si vous êtes si malin. Allez d'ailleurs, ça me gonfle, hein, voilà le script, débrouillez-vous, bonne chance. Ah le caractère pourri. Bon, allez, voyons voir cette histoire. Ouais, ok. Ah le pénible, on dirait l'électrocardiogramme du prince Philippe. Allez, je vais te réécrire tout ça, moi. A few moments later. Dans la belle ville de Nara, joyau architectural et ancienne capitale des empereurs, le printemps fait souvent chavirer les cœurs. Ces amours naissantes à l'ombre des cerisiers en fleurs battent au rythme de la vie qui renaît, et chacun cherche sa chacune, ouvriers, seigneurs ou policiers. La jeune Kanako, seule et si romantique, cherchait l'amour parfait. Il se présenta à elle un beau matin d'avril sous les traits d'un bel et fringant policier qui venait chez elle lui offrir comme un cadeau une injonction d'éloignement après que son cœur ait trop battu pour un belâtre marié du service comptabilité de la mairie. Ce fut comme une flèche qui la perça, un rayon d'amour pur qui lui frappa la poitrine et de tout son corps bouillonna pour le héros en uniforme. Dès lors, elle n'eut Dieu que pour lui, chaque goutte de son sang ne coulait plus que pour le jour où il convolerait au milieu des colombes et des fleurs blanches. Alors chaque matin et de sa plus belle plume, elle lui écrivait, lui criant son amour, son désir et décrivant en détail les beaux enfants qu'ils auraient ensemble et même la façon de les faire. 15 jours et 15 missives d'amour réel n'eurent pas raison de ce cœur de pierre, mais la frêle Kanako, ne se laissant guider que par cette passion dévorante, vola jusqu'à lui, gravissant 4 à 4 les dures marches du commissariat et en un acte héroïque, lui déclara sa flamme au pied de son bureau. Elle lui offrit sa vie, son corps, son amour éternel et ses dessous en dentelle. Mais le monstre de froideur, trop flic et trop marié, ou un petit peu effrayé aussi par l'injonction d'éloignement quand même, lui ferma son âme et le chemin de son cœur et foulant ses sentiments aux pieds, porta plainte contre la pauvre petite créature pour harcèlement. Alors, en ce beau jour d'avril, sous les voûtes rosées des arbres qui exultent, un bel officier vint frapper à sa porte. Toc, 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 ciel, est-ce l'amour qui frappe à mon nuit? Que nenni, mon ami, c'est une assignation à comparaître. Mais en ouvrant la porte, Kanako le vit, grand, lumineux, et son cœur se gonfla. C'est fini là? Oui, voilà, pas mal, non? Lyrique, enlevé, romantique, très printanier. Ouais, c'est l'histoire d'une fille qui harcèle des flics, quoi. Et puis, vous avez parlé de culottes, j'ai entendu. Ha! Mais pas du tout, mais alors là, pas du tout. Hein. Ah ouais, son amour éternel et ses dessous en dentelle. Elle a refilé son slip, quoi. Mais absolument pas. Enfin, si, peut-être, mais c'était joliment dit, et
Et puis je dois y aller, j'ai un youtubeur à secourir, le pauvre hésite entre un yacht et un hélicoptère, alors je dois appeler mon conseiller fiscal. Et toi, attention, jetez à l'œil, plus de contenu tendancieux où tu auras affaire à moi. Ouais, c'est ça, et au revoir aussi, machin, là, puis pensez à vous présenter un jour. C'est vrai, ça, c'est qui cette andouille, hein? Je vous en parlais avec amour dans un précédent coup de pouce et les revoilà. Le 28 mai prochain, Out of My Eyes sortiront leur nouvel album Gold On et je me devais de vous en reparler un peu plus. Ou plutôt non, je vais les laisser parler. À vous les gars. Salut tout le monde. C'est Out of My Eyes. Alors nous on est originaire de Paris et on fait du modern metalcore. À savoir que notre premier album est sorti en 2018, intitulé Concept, qui lui était plutôt axé très metalcore électro. Et à la suite de ça, on a fait une rencontre qui a totalement altéré le cours de l'histoire Out of My Eyes. Et pour les gens qui nous suivent déjà, on a sorti un live session qui illustre parfaitement cette rencontre avec cette identité mystère un peu, tu vois, genre... je vais balancer comme ça, il s'appelle Golden, il y a des indices dans tous les live sessions. Je vais même balancer ça. Tu fais quoi là? Ok, je dis pas, ok, je dis T'es pas. sérieux? Ok. Golden est notre principale source d'inspiration pour cet album qui sort le 28 mai, on en est hyper fiers, c'est CHS Prod qui nous l'a produit. Rendez-vous sur outofmyeyes.com pour le précommander et on se dit au 28 mai. Et retrouvez juste après un extrait de notre vidéo trilogie live session comprenant Command Z, Future, Play It Back. Et surtout, oublie pas de t'abonner à Satsujin, c'était Out of My Eyes, Matane. Avant de vous faire la retape pour mes réseaux sociaux et mes t-shirts, ce qui va encore en énerver certains, désolé, je voulais vous parler du projet de financement participatif que j'ai lancé sur Ulule le 24 avril dernier et qui concerne la réalisation et l'impression du CD Satsujin Original Soundtrack. J'ai sorti une vidéo dédiée dans laquelle je vous expose le projet en détail et vous invite à aller la voir et à faire un tour sur la page Ulule pour plus d'informations. Nous en sommes déjà à un tiers du financement et je vous en remercie du fond du cœur. Les illustrateurs travaillent d'arrache-pied et certains morceaux sont déjà en studio, car nous croyons vraiment que ce projet verra le jour. Alors on compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également et d'activer la petite cloche pour être averti des sorties. Si vous voulez bénéficier de contenus exclusifs et de cadeaux, rejoignez l'unité Satsujin, l'espace membre très spécial. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou sur Utip pour m'aider à maintenir le cap et à vous proposer chaque semaine de nouveaux contenus, mais aussi en faisant un tour sur ma boutique Spreadshirt sur laquelle vous trouverez forcément un modèle qui vous plaira. Je vous rappelle que mon dernier livre est toujours en vente sur le site de mon éditeur, Camion Noir, sur toutes les plateformes de vente, mais aussi directement si vous souhaitez une version dédicacée. Il vous suffit de m'envoyer un message privé. Pour cela, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux et sur Twitch, où des lives thématiques arrivent dès la fin du mois. Allez, je vous laisse. Matane.
You